Est-ce que vous allez bien et est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, on entend bien. Super, nickel. Alors, on va commencer tout de suite si ça vous convient pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai un imprévu et je dois vous laisser à 18h50. Donc, pour les retardataires, ceux-ci auront accès au replay. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, je suis le patron du groupe Libéral Conseil. Le groupe Libéral Conseil, c'est quoi? C'est un groupe qui regroupe trois entreprises, une société qui s'appelle Neria, qui fait du recrutement pour les professions libérales réglementées, une société qui s'appelle Ourama, qui fait de la création de sites internet et du marketing pour les professions libérales réglementées, et enfin la société Libéral Conseil, qui est un cabinet de conseil en strat à destination des professions libérales réglementées. Donc moi, avant de créer ce groupe, j'étais le patron de la société Ourama, pardon, la société Anomia, excusez-moi, qui est un cabinet de conseil en strat à destination des cabinets d'avocats que j'ai vendu il y a maintenant 3 ans à un groupe qui s'appelle Xelia. Et concrètement, avant de créer des boîtes, j'ai fait du droit pendant 5 ans à l'université de Nancy, où j'étais en DGCE. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce et une école d'ingénieur à Paris. Et au-delà de ça, j'ai écrit deux bouquins, un bouquin qui s'appelle Step by Step, Prendre la vie comme elle vient, sur mon histoire, et un bouquin qui s'appelle Avocat, l'engagement d'une vie, qui a été préfacé par Jean-Michel Darrois. Aujourd'hui, on est dans le quatrième opus de cette série de webinars qui avait pour objectif de travailler donc, sur une méthode qu'on a développée en interne qu'on appelle la méthode PNAC, positionnement, notoriété, acquisition, conversion. Donc le C, c'est conversion, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Donc ce qu'on a pu voir dans les trois premiers webinaires, c'est un, la stratégie de positionnement. Le positionnement, bah, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité la capacité de pouvoir s'adresser à une cible déterminée avec une offre qui est claire, précise et qui répond aux attentes et aux points de douleur de sa cible pour faire en sorte de pouvoir faire rencontrer l'offre et la demande et à un prix déterminé. Concrètement, comment est-ce que je veux me positionner? Est-ce que je veux me positionner comme un acteur plutôt haut de gamme, un acteur plutôt bas de gamme, un acteur moyenne gamme? Qu'est-ce que je veux réaliser à destination de mes clients? Parce que vous savez tous que le prix a un impact sur ce que vous allez pouvoir réaliser. Ce qu'on a vu ensuite, c'est que grâce au positionnement, finalement, ce qui est la pierre angulaire de toute la stratégie, c'est qu'on va pouvoir tirer le fil et une fois qu'on est positionné sur un marché et qu'on a une cible déterminée, on va pouvoir travailler, webinaire numéro 2, celui qui a eu lieu il y a 2 semaines, la stratégie de notoriété. La stratégie de notoriété, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être connu par sa cible et uniquement par sa cible comme un acteur pertinent qui va pouvoir l'accompagner dans ses enjeux. Donc là, concrètement, vous ciblez, comme moi, les avocats, les experts comptables ou les conseillers en gestion de patrimoine. Vous vous rendez compte que ces acteurs sont présents sur LinkedIn et ils sont de façon extrêmement fréquente. Vous décidez de vous faire connaître par ces acteurs, par un des canaux, pardon, qui est LinkedIn. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez publier du contenu, vous allez être pris en photo avec des acteurs de secteur, vous allez diffuser du podcast sur ce véhicule, sur ce média pour faire en sorte d'être connu par votre cible. Ça, c'est le premier pilier de la notoriété, ce qu'on appelle une notoriété sectorielle. Vous êtes connu par votre secteur. Ce pilier de notoriété sectorielle n'est pas suffisant. Il doit être couplé à une notoriété qu'on appelle une notoriété d'expertise. Et donc là, concrètement, vous allez ajouter du contenu à valeur ajoutée à destination de votre cible. Donc, vous allez publier des posts techniques à destination de votre cible. Vous allez publier des articles de fond sur vos activités. Vous allez publier, ce qui est plus important que des articles de fond, des guides méthodiques ou des livres blancs pour pouvoir aller encore plus loin par rapport à votre activité pour faire en sorte d'être identifié sur ce que vous allez faire à destination de votre cible et sur votre activité. OK, j'ai mon positionnement, je suis connu par ma cible, Mazel Tov, mais ça suffit pas. Il faut ensuite que ce qui nous intéresse, c'est que cette cible nous contacte ou nous donne les moyens de la contacter. Donc ça, concrètement, c'est ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. C'est la stratégie d'acquisition. Comment, en ayant déterminé ma cible, pour mon exemple, les avocats, les experts comptables, les CGP, je fais en sorte que ceux-ci m'identifient en utilisant des canaux de notoriété, comme par exemple LinkedIn. Maintenant, moi, je veux qu'on me contacte, qu'on me donne les moyens de les contacter. Donc là, concrètement, je vais utiliser deux types de stratégies que je vais coupler. La stratégie inbound marketing, grâce à ce que les avocats, les experts comptables et les CGP ont vu que je publiais sur LinkedIn, ceux-ci m'ont contacté de façon directe ou indirecte. De façon directe, ils m'ont écrit directement. De façon indirecte, ils ont été consommés du contenu sur mon site internet, du contenu gratuit,
Puis, ils sont tombés sur des contenus qui étaient gratuits, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas payé pour aller les chercher, mais ils m'ont donné en échange leurs données, donc leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, leur adresse mail. Grâce à ça, j'ai identifié qui ils étaient et j'ai pu les passer dans des séquences de marketing relationnel, donc des séquences de mails, pour faire en sorte que ceux-ci puissent prendre au bout d'un moment rendez-vous avec moi. C'est ce qu'on appelle du nurturing. Donc, nurturing en anglais, c'est un terme marketing qui signifie couver. Je couve mon lead marketing jusqu'à ce que celui-ci devienne un prospect commercial. OK? La stratégie outbound marketing, je n'ai pas les données de mon client, enfin de mon prospect, pardon. Personne ne m'a donné ces données, mais étant donné que j'ai une cible précise, que je l'identifie, je vais aller extraire de la donnée marketing sur cet individu pour le contacter directement, alors même que celui-ci ne m'a pas sollicité. Par exemple, je me rends compte que Laurent me suit sur LinkedIn. Laurent n'a jamais donné ses données, mais je vois qu'il me suit, qu'il interagit de temps en temps à mes posts, etc. Ben, je vais me dire, OK, bah, Laurent, je vais le contacter pour faire en sorte de pouvoir potentiellement bosser avec lui. Et tout à l'heure, il y a une avocate qui est venue à un événement que j'ai fait en présentiel, qui, je ne sais pas si elle est sur ce webinar, mais qui inscrit souvent mes webinars. Bah, j'ai vu qu'elle était allée voir mon profil LinkedIn tout à l'heure. J'en ai profité pour la contacter en lui disant, bah, salut, ça fait un moment que tu nous suis, on n'a jamais travaillé ensemble. Est-ce que tu aimerais qu'on puisse s'appeler pour discuter de ton business? J'ai pas regardé si elle m'avait encore répondu et j'espère qu'elle le fera. Mais donc ça, c'est une stratégie outbound. Elle a rien sollicité, entre guillemets. Il y a déjà eu des actions qui ont été faites avec elle, mais on va voir si oui ou non j'arrive à travailler avec elle. OK, donc ça, c'est la stratégie d'acquisition. Donc première brique, je pose mon positionnement. Deuxième brique, je mets en place ma stratégie de notoriété pour me faire connaître par ma cible. Troisième brique, je contacte ma cible ou je donne les moyens à ma cible de me contacter. Là, ça commence à sentir bon. Là, on commence à être proche de ce qui nous intéresse, qui est le dernier élément de ce soir, qui est la conversion. Pourquoi la conversion, c'est important? Bah, parce que si tout ce que vous avez mis en place, produit est fait, mais qu'en réalité, vous n'arrivez pas à convertir, bah, en fait, vous ne faites pas de chiffre d'affaires. On n'oublie pas que tout ça, on le fait pour une simple et bonne raison. C'est peut-être basique, mais désolé de le rappeler, mais c'est important. C'est pour finalement réussir à avoir du chiffre d'affaires. Euh, tout ce qui est positionnement, notoriété, acquisition, ça prend du temps, ça nécessite de la réflexion, ça vous coûte potentiellement de l'argent si vous mettez de la publicité payante, si vous allez créer un site internet, etc. Donc, il faut un retour sur investissement. C'est hyper important. Si on n'a pas de retour sur investissement et que les leads marketing qui arrivent, bah, je ne les convertis pas en clients, bah, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on a loupé quelque chose quelque part. Ça veut peut-être dire qu'on est mal calibré. Ça veut peut-être dire qu'il y a un problème. Mais donc, ça nous permet de retravailler a posteriori pour aller vers ce qu'on veut, c'est la conversion. Donc, la conversion, c'est deux choses et qu'on va voir ensemble ce soir. C'est un, comment est-ce que je transforme mes leads marketing en prospects commerciaux? Première phase. Et deuxième phase, comment est-ce que je transforme mes prospects commerciaux en clients? Ce qu'on va voir ensemble ce soir, donc du coup, ça va être ces deux phases, et je vais en ajouter une troisième, pour le coup, qui est hyper importante. C'est quels sont, selon moi, les outils dont vous avez besoin et les réflexes que vous devez avoir pour voir si finalement votre stratégie de conversion produit est fait et de pouvoir la recalibrer en cas de difficulté. OK, ça vous convient? On parle là-dessus? Super, je considère que c'est un oui. Donc, concrètement, la première étape, c'est la transformation d'un lead marketing en prospect commercial. Qu'est-ce que c'est un lead marketing? Un lead marketing, c'est quelqu'un qui vous laisse ses données ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas interagi de façon humaine, donc par téléphone, par visioconférence ou en présentiel, et qui n'a pas manifesté encore aujourd'hui d'intérêt manifeste pour un service ou un produit que vous pourriez lui proposer. Donc concrètement, vous vous abonnez à une newsletter, vous êtes un prospect marketing, vous êtes un lead marketing, pardon. Vous me contactez sur LinkedIn, vous êtes un lead marketing. Vous remplissez un formulaire de contact, vous êtes un lead marketing. Vous téléchargez un guide méthodique, vous êtes un lead marketing. Vous prenez un rendez-vous directement sur mon lien LinkedIn, vous êtes un lead marketing. Ce qui m'intéresse, c'est de transformer le lead marketing en prospect commercial. C'est mon étape numéro un. Donc, ce que je vais faire pour ça,
Première chose, c'est que je vais vérifier si ce lead marketing est qualifié. Je vais pouvoir avoir deux niveaux de qualification. Mon premier niveau de qualification, ça va être un niveau standard où en fait je vais regarder si oui ou non cette personne elle est professionnelle libérale. Si elle ne l'est pas, par définition, elle est hors cible et donc j'ai pas besoin de la contacter. Si vous êtes avocat et que vous vous adressez au DRH de grandes entreprises et que vous avez un directeur financier d'une TPE, enfin, ça n'existe même pas un directeur financier d'une TPE, vous avez un maître d'œuvre qui vous contacte, concrètement, il est hors cible. Vous ne le prenez même pas au téléphone. Vous le renvoyez directement vers un de vos confrères ou vers quelqu'un d'autre, mais ça ne vous intéresse pas. Pour vous donner un exemple qui vous parlera peut-être plus, vous faites du droit social, on vous contacte pour une question de M&A. Concrètement, vous pouvez peut-être le prendre au téléphone 5 minutes pour l'orienter, mais vous savez que vous n'allez rien lui vendre. Donc concrètement, vous renvoyez ce lead vers un tiers. Deuxième élément, c'est est-ce que concrètement, je veux travailler avec cette entreprise? Est-ce que cette entreprise est assez importante pour moi? Donc, premier niveau de lecture, le secteur ou l'activité. Deuxième niveau de lecture, la taille de l'entreprise. Si votre objectif, c'est de travailler avec des PME et des ETI et que vous avez un individu qui, certes, rentre par principe dans votre cible, mais qui ne correspond pas à la taille de l'entreprise que vous allez chercher, vous n'allez pas essayer d'obtenir un rendez-vous téléphonique, en visio ou physique avec cet individu, parce qu'en réalité, une fois de plus, elle est hors cible. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture. L'objectif que vous avez avec vos leads marketing, c'est d'obtenir un point de contact humain. Donc, je le répète, ce point de contact humain, c'est soit un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous en visioconférence ou un rendez-vous physique. Et donc, c'est de transformer ce flux de leads commerciaux que vous allez obtenir si vous mettez en place ce qu'on a vu la semaine dernière, la semaine d'avant et la semaine encore d'avant. À force de travail, au bout de 8, 9 mois, vous allez obtenir entre 200 et 300 leads marketing par mois. Donc concrètement, c'est 200 à 300 leads marketing par mois. L'objectif, c'est de réussir à obtenir euh, à peu près 80% de leads qualifiés. Et sur ces 80% de leads, bon, on va dire, on prend l'exemple de 100, donc 80% de leads qualifiés, ça fait 80 personnes. L'objectif, c'est que dans les 3 mois qui suivent l'entrée du lead qualifié, c'est que vous puissiez avoir un rendez-vous avec eux à hauteur de 50%. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que sur ces 100 leads qui soient arrivés, 80 soient qualifiés. Et sur ces 80 qualifiés, je vais en avoir au moins 40 au téléphone. OK? Pourquoi? Parce qu'en réalité, si je les ai au téléphone, ça veut dire que ça devient des prospects commerciaux. Ces prospects commerciaux, si j'ai un taux de conversion à hauteur de 50%, ça veut dire que je vais en signer 20. OK? Vous me suivez jusque-là? Si mon panier moyen est à hauteur de 5 000 euros, ça veut dire que concrètement, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires grâce à la stratégie que j'ai mis en place et chaque mois. OK? Donc ça, c'est hyper important. C'est grâce à ça que je génère du chiffre d'affaires pour ma structure. Tout est vraiment lié. Donc concrètement, c'est comment est-ce que je fais pour transformer le lead qui arrive chez moi, qui a un point de contact avec moi, en prospect commercial. Alors, moi, ce que j'utilise beaucoup chez mes clients, c'est un mécanisme qu'on appelle un mécanisme de scoring. Je ne vais pas rentrer dans un élément de complexité très important ici parce que j'ai pas le temps et ça me prendrait des heures. Je vais donner un exemple simple. Concrètement, vous avez un top client qui vous appelle et pas qui vous appelle, qui télécharge un de vos contenus en vous disant, bon bah voilà, maître, moi je veux absolument réaliser cette opération avant 10 jours. Vous n'allez pas lui envoyer des mails marketing pour essayer de prendre un rendez-vous avec lui dans 3 semaines. Vous prenez votre téléphone, vous l'appelez direct, vous fixez un rendez-vous, c'est limite plié en 3 secondes. Donc en gros, plus le niveau de ce qu'on appelle la chaleur du lead, c'est un lead très très chaud, un lead qui vient vous demander ça, vous savez que concrètement, il y a peu de chances qu'il ne devienne pas client chez vous. Donc là, concrètement, ce qu'on va chercher, c'est que cette personne-là, elle soit rappelée immédiatement pour se transformer en prospect commercial et qu'elle devienne client très rapidement. Mais vous avez des gens qui vont simplement s'inscrire à votre newsletter, qui vont simplement, je sais pas moi, télécharger un guide qui va être réalisé
et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas l'appeler directement parce que vous ne vous sentez pas. Donc là, vous allez créer ce qu'on appelle des séquences de mails. Une séquence de mails, c'est quoi? C'est un enchaînement successif de mails automatiques qui va être envoyé à un individu qui a téléchargé un de vos contenus ou qui vous a contacté de façon indirecte. OK? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous créez une brique de 6 mails et ces 6 mails doivent partir à peu près une fois par semaine, donc sur un mois et demi. L'objectif et l'enjeu de ça, c'est quoi? C'est de lui parler de vos activités, de pouvoir lui donner accès à d'autres contenus, de pouvoir l'inviter éventuellement à des événements que vous organisez, pouvoir lui parler de ce que vous avez déjà fait pour d'autres clients sans pour autant lui citer le nom. C'est de pouvoir donner accès à cet individu à tous les éléments qui vont le rassurer pour lui permettre de travailler avec vous. OK? Donc ça, concrètement, nous, aujourd'hui, chez Libéral Conseil, on a à peu près 600 leads qui travaillent au moment où je suis en train de vous parler. Je ne touche à rien. Le seul moment où je touche à quelque chose, c'est quand l'un d'entre eux répond. Soit il répond en me disant, Valentin, ça m'intéresse, je veux qu'on prenne rendez-vous ensemble. Donc là, mon logiciel me dit, ah, Valentin, il y a Monsieur X ou Maître X qui a répondu. Tu vas obtenir un rendez-vous avec lui. Première possibilité. Deuxième possibilité, il me dit, Valentin, tu m'emmerdes, je veux que tu arrêtes de m'envoyer des mails. Et donc là, dans ce cas-là, je le sors de cette liste-là et j'arrête de lui envoyer des mails. Ça arrive, si vous le mettez en place, ça vous arrivera également. Mais ce qui compte, c'est que ça arrive peu et que derrière, vous obteniez des rendez-vous avec des prospects commerciaux. Et on Donc, fait ça avec quel logiciel? alors, on peut faire ça avec plusieurs outils. Premier outil que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle des outils des outils qui vous permettent pardon, des campagnes omnicanales. Donc, il y en a plein. Moi, je travaille avec aucun d'entre eux, donc je n'ai pas d'action chez eux. Nous, ce qu'on utilise en interne, c'est un CRM qui s'appelle Pipedrive. Vous pouvez utiliser des outils comme Lemlist, Lemlist. Vous pouvez utiliser des outils comme Brevo, Brevo. Vous pouvez utiliser simplement Gmail avec ce qu'on appelle un flux automatisé, donc avec un autre outil qui s'appelle Make ou qui s'appelle Zapier, que vous allez pouvoir connecter. Vous pouvez utiliser Mailchimp, vous pouvez utiliser Leadjet. Enfin, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup des outils. Moi, je vous recommande d'utiliser des outils français. Donc, Brevo est un outil français. Lemlist est un outil français. Donc, à vous de regarder ce que vous avez envie de faire. Mais il existe vraiment plein d'outils. Il y a des outils qui coûtent une dizaine d'euros par mois. Il y a des outils qui coûtent 100 euros par mois. La différence entre ces types d'outils, c'est la multiplicité des actions que vous allez pouvoir mener. Parce que là, j'ai décidé de simplifier les choses. Donc, pour réchauffer le lead et que celui-ci devienne un prospect commercial, je vous dis, bah, vous créez une séquence de mails, mais il est possible de prévoir des séquences omnicanales. Donc concrètement, aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable de faire, ah, bah, il y a un téléchargement qui est opéré ou quelqu'un remplit un formulaire. Immédiatement et de façon automatique, sans même que vous soyez informé, il va être ajouté à une campagne omnicanale qui va durer un mois et 2 semaines. Et dans cette campagne, il va y avoir des contacts par mail, par SMS, par LinkedIn. Vous allez pouvoir simuler des vues LinkedIn. Donc, votre profil LinkedIn va visiter un compte sans même que vous soyez informé. Vous allez même pouvoir envoyer des messages audio que vous allez préenregistrer au préalable. Il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez faire. La seule limite qu'on a aujourd'hui avec les outils actuels, c'est votre créativité. Euh, on en discutait ce matin avec mon associé, qui est aussi mon frère, et il me disait, mais pourquoi on passe pas par un truc que personne ne fait aujourd'hui et qui a complètement été oublié, c'est qu'on crée dans nos campagnes omnicanales un moment où il y a une lettre papier qui est envoyée de façon automatique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le degré d'automatisation auquel on peut atteindre. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où un prospect atteint un certain stade,
il y a une demande qui est envoyée à une société extérieure qui rédige des lettres à la main et qui l'envoie. Vous voyez Donc le truc ça ou sent pas? un prospect très très chaud là quand même. Bah, non, c'est même pas un prospect très très chaud. C'est-à-dire que, imagine, tu télécharges un guide chez moi. Oui. Donc, tu télécharges un guide sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, tu télécharges ce guide, tu le reçois de façon automatique par mail. Moi, je sais même pas que tu l'as téléchargé. Enfin, je suis alerté, mais je regarde pas. Une semaine après, tu reçois Salut Maître X, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, vous avez téléchargé notre guide sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Sachez qu'on a aussi fait un guide sur LinkedIn, je pense que ça peut être pertinent pour vous, un guide sur la mise en place d'un outil de mail automatisé et un guide sur tel autre sujet. Si ça vous intéresse d'en parler plus, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Une semaine après, si tu n'as pas répondu, tu vas recevoir un mail en disant Salut maître machin, je t'ai envoyé la semaine dernière des contenus, j'espère qu'ils ont été utiles pour toi. Sache que j'ai accompagné tel cabinet, tel cabinet, tel cabinet dans le développement de leur chiffre d'affaires. Je te mets les cas clients qu'il y a pu avoir ici. Une semaine après, ah ben, j'espère que tu as pu regarder les cas clients qu'on a pu avoir. Euh, je te montre aussi les 4 webinaires que j'ai fait sur la méthode PNAC, qui est une méthode qu'on a développée chez Libéral Conseil pour te permettre de mieux développer ta clientèle. À partir de là, tu reçois plus de mails. Une semaine après, je t'envoie un message sur LinkedIn en disant Ah, salut maître machin, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir qu'on était en connexion sur LinkedIn. Je t'ai envoyé quelques mails. J'espère qu'ils ont pu être pertinents pour toi. Ça me fait plaisir de faire partie de ton réseau. Je vais regarder un peu ce que tu fais. 2 jours après, mon profil LinkedIn va aller automatiquement, sans que je regarde, visiter ton profil LinkedIn. Euh, une semaine après, je vais pouvoir lui dire, bah, en fait, OK, envoie un SMS. Alors ça, c'est vraiment très... moi, je ne le fais pas, par exemple, c'est assez border, mais c'est fait dans d'autres secteurs d'activité. Mais je vais pouvoir dire, bah, en fait, voilà, à ce niveau-là, elle a déjà reçu pas mal de contenu de notre part. Là, je veux aller encore plus loin dans la personnalisation et plus loin dans ce que je veux lui montrer. Je vais écrire une lettre qui est une lettre papier, mais tout le monde va recevoir la même, tu vois, à partir du moment où tu passes par ce truc-là, où tu vas dire, cher maître machin, j'espère que vous allez bien. Je vous ai contacté à plusieurs reprises par mail, mais j'ai pas reçu de réponse de votre part. C'est vraiment dommage. Voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas à me répondre soit par lettre, soit par téléphone en m'appelant à ce numéro. Je mets Après, au la défi. limite de ça, c'est un peu le sentiment de harcèlement. Enfin, je sais que nous, parfois, on a un peu le sentiment d'être harcelé, quoi. Quand une personne nous envoie je ne sais pas combien de mails dans une période restreinte alors qu'on n'a pas répondu, on se dit, bon, c'est bon, si je t'ai pas répondu, c'est que j'ai pas envie de te répondre, en fait. Arrête de me saouler. Ouais, je sais, c'est toujours le jeu en fait en marketing où il faut réussir à trouver la bonne dose entre je te harcèle et entre tu ne m'oublies pas et je fais en sorte que tu puisses finalement contracter avec moi. Et c'est très complexe, hein. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des marketeurs qui coûtent vraiment très 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 cher parce qu'en réalité, trouver cette parfaite alchimie, ça prend du temps, c'est extrêmement difficile. Ce que je sais moi, c'est que j'ai dû bombarder tout Paris et toutes les grandes villes françaises avec des mails sur Anomia. En 2 ans, j'ai fait 2,5 millions de chiffre d'affaires sur la dernière année. Il y a des avocats qui pouvaient pas me piffrer au début quand je les contactais par mail, mais dès que je les avais au téléphone, en fait, ils m'aimaient bien parce que je les aidais et j'étais sympa. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les contacts que vous avez quand vous ne connaissez pas les gens. Vous n'êtes pas assez important pour qu'on se souvienne de vous. Et ça, c'est une règle qui fonctionne vraiment pour tout le monde, sauf si vous appelez Emmanuel Macron, Bernard Arnault ou Léa Salamé. Mais concrètement, ça fonctionne globalement pour tout le monde. Et dès qu'il y a un rendez-vous physique, téléphonique ou en visio avec vous, on oublie tout ce qui s'est passé par le passé. Donc oui, sur les 1000 personnes que tu vas contacter, il y en a 10 qui vont te dire arrête de me harceler, ça me gonfle, c'est hyper chiant. Mais il y en a 50 ou 100 qui accepteront de prendre rendez-vous avec toi et qui deviendront potentiellement tes clients derrière. Donc c'est un arbitrage à faire avec soi-même. Deux, pouvoir te dire que en fait, t'es une professionnelle libérale réglementée et donc en opposition à tous ceux qui font du marketing, que ce soit, tu vois, la Fnac, Darty, ou même des boîtes de com, des boîtes de presse, etc. Bah, eux qui envoient un mail tous les jours ou tous les 2 jours, si tu envoies pendant 6 semaines un mail une fois par semaine à un individu, bah en fait c'est OK. Tu vois, genre les gens admettent communément que ce soit OK. Et en fait, même si c'est pas OK pour
5 ou 10 d'entre eux sur les 1000 que tu auras, bah, en fait, c'est pas grave parce que 50 ou 100 autres auront pris rendez-vous avec toi. Et 50 ou 100 autres, en fonction de ton panier moyen, ça peut faire gros en termes de chiffre d'affaires. Ok, Je sais merci. pas, je sais pas si Ah tu es non, d'accord. c'est très clair. Non, non, mais c'est très clair. Après, c'est vrai que c'est la. Enfin, je pense que toute la difficulté, c'est de consacrer suffisamment de temps à trouver toutes ces cibles, produire ces contenus, suivre ces campagnes de marketing, répondre aux clients. Enfin, voilà, Alors, c'est ça ouais, la en fait, difficulté de mon tout, côté, en tout tous, mais et c'est la difficulté auprès de tout le monde et auprès de moi aussi, et auprès de toutes les boîtes, hein, pas que les cabinets d'avocats, d'expertise comptable, les CGP, c'est vraiment la difficulté auprès de tout le monde. Il faut juste se dire un truc, c'est que c'est 60% de ton taf. cas. Ouais. Ça peut pas être 60% de ton temps, c'est pas Mm. possible parce qu'il faut que tu produises, il faut que tu répondes à tes clients, etc. Mais l'acquisition et le développement de son activité, c'est vraiment la plus grande partie des professions libérales. En fait, Mhm. quand tu es associé au sein de ta structure, je sais pas combien vous êtes chez toi, si tu travailles seul ou quoi que ce soit, mais il faut concrètement le faire. En fait, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de production. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas de technique. S'il n'y a pas de technique, on ne sait pas que tu es la meilleure, etc. Donc, il faut vraiment aller chercher du business. Et après, tout dépend aussi de ce que tu vises en termes d'objectifs et ce que tu as envie de faire sur les 5 prochaines années. Si tu te dis, bah, en fait, moi, 200 000 euros de chiffre d'affaires, 300 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros de chiffre d'affaires, je vis bien, c'est OK pour moi, tous ces efforts-là, tu peux les mettre en place, mais ils vont être enfin, mis en place avec parcimonie, tu vois. Ils vont être architecturés différemment. Si l'objectif, c'est de pouvoir faire 1 million d'ici 5 ans, de pouvoir recruter des gens pour travailler avec toi, etc., bah, ces efforts-là, ils vont être architecturés dans un premier temps. Ils vont être travaillés. Une fois que tu as mis une campagne mail, elle est en place pour 2 ans, tu vois. Moi, la campagne mail que j'avais sur Anomia, pour du démarchage direct froid, elle n'a jamais bougé en 2 ans. Je l'ai mis en Oui, place 3 mails oui, non, d'affilée, c'est elle n'a vraiment jamais bougé. le travail de construction de départ sur lequel il faut libérer du temps pour. Exactement, tout à fait. Il faut libérer du temps, il faut fonctionner avec méthode, mettre en place les bons outils. Et en fait, une fois que c'est fait, roule ma poule, si vous me passez l'expression. Et donc, Mm. il y a plus de complexité a posteriori à partir du moment où c'est bien pensé en amont. Donc ça, c'est pour la conversion des leads marketing en prospects commerciaux. Mon objectif, une fois de plus, c'est de faire en sorte que je puisse avoir des leads qualifiés au téléphone, en visio ou en présentiel. Pour les leads marketing, je vous conseille de le faire par téléphone dans un premier temps ou rendez-vous visio et que ça dure au maximum 30 minutes sur un premier entretien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'est arrivé, mais un nombre incalculable de fois, et je suis sûr que ça va vous faire sourire parce que ça vous est également arrivé, et j'en suis convaincu, c'est que vous acceptez un rendez-vous avec quelqu'un, et là, il vous met un tunnel. C'est-à-dire que pendant 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, cette personne, elle va vous raconter tout et n'importe quoi, vous n'allez pas savoir ce que vous foutez là, vous allez être posé comme ça face à lui, et vous allez limite vous endormir sans écouter ce qu'elle raconte, parce que concrètement, en fait, cette personne, elle n'a pas de besoin, vous ne pouvez pas l'aider ou vous n'avez pas envie de travailler avec elle. Et donc ça, vous devez réussir à le cerner très rapidement. Donc c'est pour ça qu'on passe par des rendez-vous de qualification très courts, de 30 minutes, qui doivent être décomposés en 3 temps. Donc ça, c'est vous qui le fixez dès le départ, c'est vous qui allez l'expliquer à la personne. Bon, bah salut monsieur machin, madame machin. Voilà, merci d'avoir pris rendez-vous avec moi. Donc si ça vous convient, moi j'ai que 30 minutes à vous accorder, on a 30 minutes à passer ensemble, parce qu'on ne va pas se faire perdre du temps mutuellement. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est pendant 10 minutes, c'est qui vous êtes, ce que vous faites. Je vous poserai ensuite des questions par rapport à votre activité. Et enfin, je me présenterai et on verra s'il y a des étapes à mener par la suite. Est-ce que ça vous convient? Comme ça, en fait, vous allez directement au but. La personne, elle sait qu'elle a 10 minutes pour vous parler de qui elle est et de ses enjeux. Si jamais ça déborde, bah, vous êtes légitime à pouvoir lui dire, bah, attends, en fait, on a 30 minutes, on avait décidé de réguler ça comme ça, donc du coup, je reprends la main. Vous avez accès à toutes les informations dont vous avez besoin, et vous savez à la fin, un, si elle a un enjeu qui est immédiat ou pas, deux, si elle a les moyens de vous payer, trois, si concrètement, vous avez envie de travailler avec cette personne. Donc vraiment, on y va rapide, on cadre les échanges
pour faire en sorte que ça ne dure pas une plombe. Ce qu'on fait à la fin de ce call, qui est la transformation du lead marketing en prospect commercial, c'est qu'on refixe un rendez-vous derrière. Si vous avez envie de travailler avec cette personne, un rendez-vous qui va être un rendez-vous d'une heure, où là, concrètement, soit vous décidez de faire payer ce rendez-vous, soit vous décidez de ne pas le faire payer. Moi, je conseille toujours de ne pas le faire payer, mais c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie de faire. Moi, j'estime que c'est la capacité à vous vendre, la capacité à vendre une opération. Si derrière, il n'y a rien à vendre, c'est juste du conseil, vous pouvez vendre votre heure sans difficulté. Et donc là, le rendez-vous doit être planifié avec le potentiel client au téléphone. On ne le laisse pas repartir dans la nature. On replanifie immédiatement le rendez-vous pour faire en sorte de continuer à l'avoir et à avoir un lien avec lui et faire en sorte de bloquer ce rendez-vous. OK? Donc concrètement, première demi-heure, on va screener l'individu pour savoir si oui ou non on a envie de travailler avec cette personne, elle a les moyens de vous payer ou elle a un enjeu qui est immédiat. Si la réponse est oui à ces trois questions, on replanifie un rendez-vous d'une heure et là, on va rentrer dans le commercial dur. Si on sent que elle est intéressante, vous avez envie de bosser avec elle, mais elle n'a pas d'enjeu immédiat, là, on va la nurturer, donc ce que je vous disais tout à l'heure. On va mettre en place une campagne pour faire en sorte de se rappeler à ses bons souvenirs et on va prévoir des actions pour la recontacter au fil du temps pour savoir comment ça évolue. Si elle n'est pas qualifiée, on la jette à la poubelle, on ne travaille pas avec cette personne. OK? Donc, quand la réponse à ces trois questions est oui, c'est-à-dire qu'on va au rendez-vous commercial, là, il va falloir passer par cette étape. C'est cette étape de la vente assez classique. Donc, la qualification, elle a déjà été faite dans le volet du call de 30 minutes. Donc, on ne repasse pas par là. Donc, on l'enlève. Première étape, on l'enlève. Deuxième étape de diagnostic, on ne repasse pas par là, parce qu'on l'a déjà fait dans le call de 30 minutes, où on a laissé parler la personne 10 minutes sur lui parler de son activité, des enjeux qu'elle avait, etc. Vous avez posé des questions pendant 10 minutes, donc le diagnostic a déjà été fait de votre côté. On va aller immédiatement à la troisième phase, qui est une phase de reformulation. Donc là, on va reprendre les éléments que vous avez eus lors des 30 premières minutes d'échange. On va dire, alors voilà, monsieur machin ou madame machin. Donc, si on est d'accord, ce qu'on s'était dit, c'était que papa. Vos enjeux, c'était ça, 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 ça. Vos contraintes, c'était ça, 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 ça. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, monsieur, oui, maître, on est d'accord. Ok, super. Donc concrètement, là, on va rentrer dans le vif du sujet avec concrètement les solutions et les offres que vous allez pouvoir apporter. Donc, on va présenter une première structure d'accompagnement qui pourrait être mise en place, ou une première base de stratégie si c'est du contentieux pour les avocats, ou un premier montage si c'est pour les experts comptables qui travaillent sur du fiscal ou les avocats qui travaillent sur du fiscal ou sur du corporate. C'est une première base qui va donner envie aux clients de travailler, aux potentiels clients de travailler avec vous. Ensuite, vous allez lui faire une offre qui est une offre estimative. Vous allez lui dire, OK, pour ce genre de choses, en règle générale, je prends entre tant et tant d'euros. Est-ce que c'est OK pour vous? Ah bah bon, je trouve ça un peu cher. OK, donc dans ce cas, objection, vous allez pouvoir lui expliquer pourquoi c'est pas cher, ce que vous allez devoir faire pour faire ça, quelle est la valeur que ça va produire chez lui. Donc un truc qui est vraiment orienté résultat, qui va vous permettre finalement de travailler avec cette personne. OK? La gestion des objections, ça c'est la phase d'après. Gérer une objection, c'est quelque chose qui est hyper important. Si le si le prospect, pardon, décidément, si le prospect objecte, c'est qu'il est intéressé. Vous le savez, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous dise, OK, bah oui, oui, monsieur, oui, oui, maître, pas de souci, on se recontacte. Il y a de grandes chances qu'il vous rappelle jamais. Un client qui objecte et qui dit, OK, mais comment ça va se passer? Concrètement, j'ai pas compris ça. OK, mais je trouve que c'est un peu cher. Ou OK, mais j'ai besoin que ce soit fait à cette période-là, alors que vous me dites que ça va être fait à cette période-là. Tout ça, c'est des éléments ultra positifs. Ça veut dire que la personne a envie de travailler avec vous et qu'il y a juste quelques éléments de détail à lever pour faire en sorte qu'il puisse travailler avec vous. Phase d'après, la phase de négociation. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas négocier, mais c'est hyper important d'accepter de négocier. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. C'est que concrètement, si vous me proposez une opération à 10 000 et que j'essaye de négocier, bah, si je veux 8 000 euros, il faut que vous baissiez votre prestation initiale pour faire en sorte d'avoir un jeu d'ascenseur qui puisse s'opérer. Il n'y a pas de prestation similaire pour un prix inférieur. Si je veux un prix inférieur,
j'ai le droit de le vouloir parce que j'ai potentiellement pas le budget ou quoi que ce soit. Il faut adapter votre prestation. Bah, en fait, si vous m'avez proposé 10 000 € et que je veux 8 000 €, vous êtes en droit déjà de refuser en disant bah non, moi, en dessous de cette somme-là, je ne peux pas le faire. Mais si vous acceptez de diminuer votre prix et que vous trouvez une solution, il faut diminuer votre offre initiale. Vous ne pouvez pas faire la même chose pour un prix qui est inférieur. Sinon, c'est très désagréable pour le client. Oui, il aura l'impression d'avoir gagné sa négo et d'avoir gagné 20% dans l'exemple que je prends. Mais en réalité, ça veut dire que cette offre-là, vous étiez capable de la faire pour 8 000 € et que vous avez voulu en choper 10. Et donc, c'est qu'encore à 8 000 €, vous êtes encore rentable sur l'opération. Donc, ça donne la désagréable impression au client que vous avez essayé de l'avoir. Alors que je sais que ce n'est pas votre cas. Vous n'avez pas vraiment voulu l'avoir, vous n'avez pas vraiment voulu le tromper ou voulu avoir un prix qui était supérieur, mais c'est l'esprit que ça donne et c'est pardon, l'impression que ça donne. Et donc concrètement, moi je vous conseille très fortement, dès que le client va vouloir baisser votre prix, de baisser votre prestation. Et il est possible que, en entendant la prestation baisser, le client dise, ah bah non, en fait, sur 10 000, c'est OK, j'avais vraiment besoin de ça, c'est vraiment important pour moi. OK, on part sur 10 000, la prestation. Ça, c'est la sixième phase. La septième phase, généralement, elle est souvent oubliée et c'est pour autant la plus importante. C'est que quand on a négocié, bah, en réalité, on essaie de mettre fin au rendez-vous de façon rapide en ayant peur que finalement, le prospect qui est face à nous, qui est sur le point de devenir client, bah, il puisse finalement retourner sa veste et dire ah, bah non, finalement, ça ne m'intéresse plus, etc. Et si vous êtes dit oui, ça ne se passe jamais. Euh, donc concrètement, l'objectif là, ça va être de faire en sorte que vous puissiez aller sur le closing, donc que vous puissiez reprendre un rendez-vous avec lui qui va durer 10 minutes, simplement pour que vous puissiez lui présenter votre proposition commerciale et faire en sorte qu'il puisse l'accepter. Ça va être de lui dire dans combien de temps vous allez pouvoir lui transmettre la proposition et ça va être vraiment de loquer le client donc de le bloquer pour qu'il puisse une fois de plus pas s'en aller. Le premier point sur le lead marketing où on prend rendez-vous avec lui pour un rendez-vous plus long à l'issue des 30 minutes, c'est la même chose à l'issue de l'heure que vous passez avec cette personne. On reprogramme un rendez-vous qui va durer 5 à 10 minutes maximum pour faire en sorte que vous puissiez lui présenter et que vous ayez un moment qui est défini pour que vous puissiez finalement lui faire valider ou invalider la proposition. Mais au moins vous êtes fixé. Lorsque vous fixez ce rendez-vous, vous lui dites également que vous allez lui envoyer un lien DocuSign ou, ou un lien YouSign ou peu importe pour lui faire signer votre convention, signer votre devis pour faire en sorte que les 5 minutes que vous passez avec lui, elles servent aussi à lui faire signer le devis final. OK? Je suis désolé, j'accélère un peu parce que je vois que le temps file. Est-ce que ça, c'est OK pour vous pour le passage du lead marketing en prospect commercial et de prospect commercial en client? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Questions, pas de questions? OK. Troisième phase, quels sont les outils que vous allez pouvoir, slash, devoir utiliser pour que ça puisse fonctionner? Concrètement, il y a deux grands outils que vous allez pouvoir utiliser. Le premier outil, c'est évidemment un CRM ou en tout cas un fichier Excel que vous allez pouvoir avoir pour vous permettre de suivre ces leads commerciaux, de vous permettre de suivre ces leads marketing et voir quels sont les résultats que vous obtenez. C'est ultra important de pouvoir piloter sa performance et de regarder au mois le mois combien de leads marketing sont arrivés pour mon activité. Combien de leads marketing sont devenus des prospects commerciaux? Combien de prospects commerciaux sont devenus des clients? Pour faire en sorte de suivre la pertinence et la performance de vos stratégies. L'enjeu que nous, on a tous, c'est que le temps que vous allez passer à travailler sur votre positionnement, à travailler sur votre notoriété, à travailler sur la stratégie d'acquisition, à faire en sorte que vos leads marketing se transforment en prospects commerciaux et que vos prospects commerciaux se transforment en clients, c'est du temps que vous allez passer, c'est du budget que vous allez mettre. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de noter le temps que vous y avez passé pour voir si oui ou non vous vous y retrouvez.
L'objectif, c'est vraiment de réussir à générer du chiffre d'affaires. Donc, si vous y passez pendant un an 50 heures par mois et qu'en réalité, les résultats que vous avez, c'est peanuts, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est normal que sur les premiers mois, vous y investissiez beaucoup de temps et que vous ne vous y retrouviez pas financièrement. Ce genre de stratégie, pour mettre en place une bonne stratégie de notoriété, il faut à peu près 6 mois. Pour mettre en place une bonne stratégie d'acquisition, vous allez avoir des résultats avant, hein, mais pour qu'elle fonctionne vraiment bien et qu'elle puisse perdurer dans le temps, il faut à peu près 9 mois. Et pour réussir à suivre ces indicateurs et voir quels sont les résultats, il faut à peu près un an. Donc concrètement, ça ne se fait pas en 3 secondes. C'est quelque chose qui fonctionne pas dès le départ. Moi, j'ai un cabinet d'avocats en droit social que j'ai parfaitement en tête. On a récupéré son cabinet à cet avocat. Il faisait entre 300 et 400 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, enfin en tout cas à la fin de l'année, il devrait faire entre 4,4 millions et 4,5 millions. Il a appliqué stricto sensus cette stratégie. Aujourd'hui, il a comment il a regardé mon frère, il a regardé tout à l'heure. Il a chopé 11 000 leads sur les 24 derniers mois. Il y a moins de 80% de taux de qualification sur ces leads. Je crois qu'on est aux alentours de 60%. Mais il a aujourd'hui entre 8 et 10 rendez-vous commerciaux par jour. Donc, autant vous dire que c'est plus lui qui traite ses dossiers, hein, parce qu'il n'a plus le temps de le faire. Donc, lui, c'est vraiment un associé patron de son cabinet et il donne ça à ses associés ou à des collaborateurs. Et il travaille sur des paniers moyens à 40 000 euros. Donc, ça veut dire que chaque journée de cet avocat est une journée à 400 000 euros. Vous imaginez ce que ça représente. Et ça a été de façon progressive. Donc, il y a de grandes chances que l'année prochaine, il est encore sur des courbes de croissance à 100% depuis qu'on a pris son cabinet en charge. Il est fort possible que l'année prochaine, il fasse 10 millions. Il faut juste voir quand est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'en réalité, derrière, bah, il faut produire, il faut faire avancer. Donc concrètement, les fichiers que vous allez devoir mettre en place, qui sont des fichiers simples, hein, il n'y a pas besoin, tout dépend du type de structure. Si vous faites 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas la même chose que vous faites 100 000, que si vous faites 100 000. Mais en réalité, tout dépend du niveau de complexité qu'on va aller chercher. Mais ça peut être des choses très simples. C'est concrètement, ça peut être un tableau Excel à 4 colonnes où on va chercher derrière le nombre de leads commerciaux qu'on a, le nombre de leads marketing, le taux de conversion en client. OK? Donc ça, c'est la première chose, c'est suivre concrètement ce qu'on va réaliser. La deuxième chose qu'il faut absolument avoir pour son activité, c'est ce qu'on citait tout à l'heure, c'est-à-dire des outils simples, pas très coûteux, de marketing automation, donc d'automatisation marketing, qui vont vous permettre d'envoyer des mails et de mettre des individus au sein de séquences, ou en tout cas au moins de pouvoir envoyer des newsletters ou de pouvoir envoyer des contacts. C'est hyper important aujourd'hui. Les cabinets libéraux qui n'ont pas ça, c'est vraiment un manque à gagner qui est juste colossal. Ça prend du temps, du coup, c'est pas fait, étant donné que ça prend du temps si vous deviez le faire à la main. Là, grâce à ce genre d'outils, on peut vraiment aller très très loin dans l'automatisation et ça produit vraiment des résultats. Donc, ne vous privez pas de ça. Je sais que c'est compliqué à architecturer dans un premier temps, mais dès que c'est architecturé, ça produit vraiment beaucoup de résultats. Le troisième type d'outil que vous devez avoir, c'est des formulaires. Les formulaires, vous pouvez utiliser des outils gratuits, style Taliform. Alors, Typeform, je crois que c'est payant, mais il y en a plein, des outils de formulaire. Et ça doit être mis sur votre site internet, sur votre profil LinkedIn. C'est des choses qui vous permettent de collecter de la donnée sur vos clients ou des gens qui s'intéressent à vous, sur vos prospects, pardon, qui s'intéressent à vous. Donc, sans ça, vous n'avez pas la base, vous n'avez pas le déclencheur qui vous permet de mettre en place toutes les actions marketing et les actions d'acquisition qu'il va y avoir derrière. Donc, le petit pack outil que je vous recommande, si vous vous lancez, c'est simplement un fichier Excel et un outil de marketing automation, un outil de formulaire. Grosso modo, vous pouvez en avoir pour 40 euros par mois au maximum. Si vous êtes des structures plus évoluées, mise en place d'un CRM, là, ça commence à être plus cher. On va être à hauteur de 50 ou 60 euros par mois et par utilisateur. Euh, mais à l'intérieur, vous avez des outils de formulaire tout le temps et il va falloir rajouter un outil d'automatisation marketing derrière. Ça vous coûte à peu près une dizaine ou une quinzaine, une vingtaine d'euros par mois. Euh, et donc, pour connecter tous ces outils entre eux, il faut utiliser un outil qui s'appelle Make
ou un outil qui s'appelle Zapier, qui sont des intégrateurs et qui vous permettent une interconnexion entre ces différents outils qui normalement ne se parlent pas. Et ça, pareil, c'est une vingtaine d'euros par mois. Donc concrètement, pour un pack à hauteur de 60 euros par mois, au minimum, pour un indépendant ou une structure qui fait moins de 400 000 euros de chiffre d'affaires, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de beaucoup plus que ça. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Bah, merci pour tous ces conseils. Avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a paru pertinent? Ah bah oui, oui, c'est très pertinent. Après, des questions, je pense qu'on en a tous plein. Ça marche. Bon, vu que vous n'êtes pas beaucoup, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous directement avec moi pour qu'on puisse discuter de vos cas particuliers. Ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et évidemment, je vous ferai pas payer. Merci. Avec grand plaisir. Belle soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.